Bonjour chers auditeurs, bonjour. Bonjour Paul-Marie. Bonjour mon cher Hilaire de Crémier. C'est toujours un plaisir de vous voir. On se voit de temps en temps en réalité, Oui, ici oui. ou là. Oui, Nous sommes exactement. croisés il y a quelque temps en Sologne. Et nous avons des conversations qui sont plutôt symphoniques. Symphonique, plutôt que sympathique. Le mot sympathique me déplaît beaucoup. Le mot oui, sympa, ça me déplaît. Oui, bien sûr. Et quand un restaurant est sympa, on est sûr Oui. que c'est catastrophique. Ou quand on fait un petit cinoche sympa, on peut dire que le film est nul. Enfin, bon. Donc, symphonique, nous symphonons beaucoup, Oui. notamment autour L'actualité en particulier. et du principe cardinal, mon cher, Bien qui sûr, est bien le sûr. roi. Car nous sommes de ceux qui pensent, et il y en a beaucoup, mais personne n'ose le dire, sauf peut-être vous et moi, et puis quelques Je le autres répète, y personnes. compris sur mon compte Twitter. À la 3 ou France, il 4. faut un roi. Mais oui, et non, mais surtout, on fait la critique des institutions. Ah oui. On se bat pour savoir qui va représenter la République française. Et les Français se divisent indéfiniment pour savoir quelle République, mais il n'y a qu'à dire qu'il n'y a plus de République, ou bien la transformer en ce qu'elle doit être. La vraie République, la chose publique, elle n'appartient pas. Ben, qu'est-ce que c'est que ces 40... Et comme disait Jean Baudin, la 40 République types, ne tient debout que s'il y c'est a un roi à 40 sa tête. types, et il y en a en réalité 200 par derrière. Et sous le nom général d'homme, j'embrasse aussi les femmes, comme disait l'autre. J'en ai assez de cette prétendue électrice-électeur. Cher Hilaire de Crémier. Mais donc, oui, je pense que nous sommes de ceux qui disent le vrai problème, il est là, parce que la solution serait, paraît-il, qu'il y aurait 50 types, et je dis bien 50 types ou typesses, qui prétendraient que la France est faite pour eux et qui sont faits pour la France. Non, mais c'est rien que cette idée, quand on connaît l'histoire de France, elle est absurde. Même les plus géniaux, et je sais que vous en avez parmi vos amis, Bonaparte, il a échoué. Bonaparte n'est pas un de mes amis, il est bonapartiste non plus. Enfin, si, quelquefois, mais c'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Et je ne parle pas de l'autre qui a voulu l'imiter, Charles de Gaulle, et ben c'est la même chose. Je pensais que c'est un nouveau Bonaparte. Alors, je reçois aujourd'hui, parce qu'il est très en forme, mon cher Hilaire de Crémier. Ouais. Je suis ravi d'avoir des conversations avec vous, mon cher Hilaire. Nous en avons eu pour TVL, j'y renvoie pour ceux qui voudraient mieux vous connaître, mais tous les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent, ne serait-ce que parce que vous avez une émission régulière, mais aussi parce que vous dirigez 2 magazines. Je crois que vous êtes président d'honneur de l'Action française aussi. Oui, de la Restauration nationale. De la Restauration nationale. Le nouveau nom de l'Action française, mais qui n'a pas à rougir de son nom. Vous êtes aussi fondateur et directeur de Politique Magazine. Alors, je ne suis plus directeur, mais j'ai été fondateur et je suis... Et qui est le directeur alors ? Aujourd'hui, c'est Henri Baclay. Ah, et c'est pas Richard de Sèze, non? Non, il en est le rédacteur en chef. Rédacteur en chef. De même qu'il est rédacteur. Bien connu de nos services. Bien connu de nos services. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs pour arriver à cumuler il y arrive, autant de travail. Politique Magazine, mensuel, énorme travail. Le numéro d'avril vient de sortir. Tout juste. Je viens de vous l'apporter. Le cas du nouveau conservateur. Oui. Et il est consacré aux révélateurs iraniens. Oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'aurais grand avantage à vous proposer une nouvelle conversation, mon cher Hilaire de Crémier, pour montrer en ce mercredi où les choses s'apaisent un peu, au moins provisoirement. Oui. Ce mercredi 8 avril. Il y a du suspense, comme on dit. On a passé une mauvaise nuit. Enfin, moi, j'attendais cette issue. Mais j'ai eu peur hier soir. J'ai eu peur parce que je pense que le président états-unien n'a plus toute sa tête. Ne se contrôle plus. Donc, tout pouvait arriver. Mais cette affaire, pour autant qu'elle soit finie, tout au moins, elle marque une pause en ce mercredi 8 avril, après cesser le feu et la promesse de négociations sérieuses. Cette affaire a été révélatrice de beaucoup de choses et j'aimerais que nous voyions ensemble, avec notre complice commun qui est Pierre Lours. Bonsoir, je ne l'annonce pas parce messieurs. Que c'est l'inamovible Pierre Lours qui lui aussi a bien des choses à faire sur ces révélations du révélateur iranien. Et qui fait partie également de nos équipes de Radio Courtoisie. Et je sais. Un mardi tous les 15 jours. Nous sommes en famille. Vraiment, nous sommes en famille pour
tirer un peu les leçons de cette séquence, ce qu'elle a révélé, ce que les révélateurs iraniens, pour reprendre le titre de Politique Magazine de ce mois, a révélé de l'Iran, déjà, c'est important, a révélé de la situation des forces au Proche-Orient et des forces d'Israël, a révélé des États-Unis, a révélé de la situation extrêmement périlleuse du Liban, je voudrais que nous passions tout ça en revue, a révélé une nouvelle fois de l'Union européenne. Alors là, c'était maximal. L'Espagne est partie dans un sens et l'Allemagne dans le sens entièrement opposé. Et puis a révélé peut-être d'un Macron qui tout à coup a assemblé dans le brouillard, épousé les intérêts de la France. Voilà. Oui. Donc tout est possible. Comme vous dites, je vous vois faire vraiment dans le brouillard. Je n'ai aucune confiance dans cet homme, vous le savez. Alors si vous voulez bien que nous respections ce déroulé, commençons par l'Iran, mon cher Hilaire. Le révélateur iranien, le titre de Politique Magazine d'avril 26. Qu'est-ce que, au moins de l'Iran, a révélé cette séquence, Hilaire de Crémier? Je poserai la même question d'ailleurs à Pierre Lours ensuite. Ah, bien que l'Iran n'était pas un morceau à manger aussi facilement qu'on le pensait. Oui. Et alors l'Iran, c'est une question extrêmement complexe parce que qu'est-ce que la nation iranienne? Tout le monde sait qu'elle est composée des quantités de communautés, les Baloutches, les Turkmènes, les Kurdes, etc. Je crois qu'il y a à peu près 60% de Perses, oui, et puis ça. Beaucoup de communautés, dont une assez importante communauté juive d'ailleurs. Et également... dont les synagogues ont été détruites à Téhéran, en passant. L'Iran avait réussi à se reconsidérer comme une nation et dans la tradition du vieil empire perse, grâce, il faut bien le dire, au Shah d'Iran, dont on peut penser ce que l'on veut, mais qui constituait l'unité de ce pays. Et le départ du Shah d'Iran, où la France a malheureusement pris sa part de responsabilité, a été de ce point de vue... Je pense qu'elle a suivi les États-Unis comme d'habitude, que les États-Unis voulaient se débarrasser du Shah. Hein, voilà. faut le dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est vraiment une dictature... religioso-révolutionnaire, enfin bref. Et les mollahs se sont installés, et les gardiens de la révolution. Et ils se sont tellement emparés du pays, un peu comme chez nous, hein, les organismes politiques, qui tiennent tout. Oui. Ben, ils tiennent tout. Oui. Une fois que vous tenez le Conseil constitutionnel, que vous tenez le Conseil d'État, que vous tenez les assemblées, que vous tenez l'exécutif, ben vous tenez tout. Et ben il s'est passé là-bas la même chose, mais avec des hommes qui avaient cette particularité d'être, en plus de cela, des mollahs, c'est-à-dire d'être complètement islamisés. Et donc ils ont malheureusement, je dis bien, parce que je pense que l'Iran méritait mieux, ils ont fait une identification entre leur cause et la cause iranienne, de telle sorte qu'elle est aujourd'hui extrêmement difficilement dissociable. Alors, quand même, une observation, cher Hilaire de Crémier, même deux. Peut-être que Pierre Lours voudra nous parler de cet aspect des choses. D'abord, c'est l'islam chiite, qui est beaucoup plus rationnel, on dit raisonnable, mais en fait... Qui devrait. Qui est plus rationnel. Non, mais le chiisme est une rationalisation. Bon. Tellement rationnel qu'il n'est pas d'un extrémisme aussi terrible qu'on l'a dit. Bon, certes, il y a eu le terrorisme des années 80, qui sont la vague mourante d'un conflit né sous Giscard d'Estaing et le Shah. La France avait accepté de participer à l'effort atomique de l'Iran. Oui. Avait même reçu de l'Iran une jolie somme qu'après la Révolution, la France de Mitterrand n'a pas voulu rendre. Oui, exactement. Et donc, il s'en est suivi une réaction terroriste de l'Iran. Mais enfin, il y avait quand même un contentieux, c'est qu'on avait pris l'argent, on ne le rendait pas. Et on avait arrêté la coopération atomique. C'était passé la même chose au Pakistan avec les sous-marins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Les procédés des partis politiques français. Vos républicains, là, n'ont pas été très honnêtes, comme d'habitude. Donc, mais il y a une rationalité dans la République d'Iran.
qui est allé jusqu'à s'interdire l'utilisation militaire de l'atome, puisqu'il y a une fatwa, je crois, c'est le mot, je pense que je ne suis pas sûr que ce soit le mot qui convienne, du père de l'actuel guide suprême, qui s'appelait Khamenei, mais j'ai oublié son prénom, bon, peu importe, le père de l'actuel, qui renonce à l'utilisation militaire de l'atome. Et je pense que ça a été pris assez au sérieux, ce qui est quand même une modération dont on n'a pas toujours su gré à l'Iran. Mais l'Iran n'est pas, deuxième observation, l'Iran n'est pas modéré sur un sujet, c'est qu'il s'est obsédé, très étrange, ce pays s'est obsédé sur l'idée de détruire Israël. Oui. Comme s'il y avait deux mastodontes, ce dont les pays arabes se sont révélés absolument incapables. Et bien sûr, ils l'ont proclamé, mais ils n'ont jamais rien réussi. Oui, et puis ils ont tous marché dans les accords d'Abraham, tous. Par exemple. Et les accords d'Abraham, ça consiste essentiellement à reconnaître l'État d'Israël. Mais ça, à mon avis, ce n'était pas déraisonnable. Sadat avait montré la route. Oui. Mais ce qui était déraisonnable auparavant, c'est de vouloir détruire Israël sans parvenir à créer une force suffisante. Non, et ça a fait un abcès de fixation. Et surtout, ne pas prévoir que, du coup, toute la politique d'Israël, et par conséquent, la politique des amis d'Israël, et j'entends les États-Unis, serait uniquement fixée sur ce point-là, c'est-à-dire la destruction du seul ennemi possible, envisageable pour Israël. Ce qui fait que... Il faut aussi observer d'ailleurs, pardon Hilaire, que dans la région, il y a 3 démocraties, ou semblantes démocraties, mais il y avait quand même des amorces. Non. En Iran, il y a une amorce de démocratie. Il y a un parlement très impressionnant à voir d'ailleurs, et qui parlemente vraiment. Bon, cela étant, je pense que le guide suprême, il n'est pas élu au suffrage universel. Non. Mais après tout, c'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État l'est. Et lui, je pense qu'il fait partie de ceux qui veulent traiter. Oui. Ainsi que le vice-président. Donc il y a quand même il y a toute une fraction de gens intelligents, parce que les Perses sont loin d'être idiots, comme chacun sait. Ils l'ont montré depuis des millénaires. Il y a quand même des amorces démocratiques en Iran. Il y en a en Israël, il y en a de moins en moins d'ailleurs apparemment. Puis il y a une troisième puissance à peu près démocratique, c'est la Turquie. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce sont des puissances... Je croyais que vous alliez me dire l'Arabie Saoudite. Ah non, justement, ailleurs il n'y en a pas. Il y a aussi le Liban, mais le Liban est corseté, complètement paralysé. Oui. C'est étrange que ce soit des pays les plus démocratiques du coin qui se fassent la guerre. Alors, Pierre Lours, nous commençons à bavarder beaucoup, Hilaire de Crémier et moi-même. Ajoutez votre grain de sel. Dites-moi un peu de quel œil vous voyez tout cela. Écoutez, moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est quel est véritablement l'intérêt d'Israël d'affronter l'Iran. Parce que c'est quand même un gros morceau, très gros morceau. Un gros morceau on vient de le voir. Pétrolier, un gros morceau de population, 90 millions. Un territoire vaste. Territoire vaste. C'est difficile à prendre parce qu'il est montagneux. Voilà, c'est une civilisation. Une des plus grandes civilisations du monde. Exactement. Donc il y a vraiment toute une formation intellectuelle qui est présente en Iran. Je trouve qu'il y a dans cette volonté d'Israël d'affronter l'Iran, je me demande si c'est pas l'ennemi de trop, si c'est pas justement un ennemi disproportionné. Voilà. La guerre de trop, en tout cas. Oui. Lancée par Netanyahou, parce qu'on a vraiment l'impression que le président américain a suivi. Oui, c'est ça, c'est Netanyahou. D'ailleurs, les meilleurs experts le disent. Hein, oui. Je crois même que le Rubio, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ou à politique extérieure, l'a dit. Oui, et celui qui dirigeait... Nous sommes entrés en guerre pour suivre Israël, qui a d'ailleurs lancé les opérations le 28 février, la première, à l'aube. Oui, bien sûr. En détruisant une école, d'ailleurs, avec 160 jeunes filles mortes en 2 vagues, en plus. Parce que la cruauté israélienne est telle qu'une première bombe a détruit cette école, qui ne demandait rien à personne. Il n'y avait même pas de situation de guerre. C'est cet acte qui l'a ouvert. Des secours sont arrivés, et 3/4 d'heure après, pour viser les secours, seconde bombe, pour être sûr que les secours aussi... Ils passent. Il y a peut-être un sujet qui doit surplomber toute notre émission, c'est quel degré de cynisme ont atteint certains dirigeants de la planète. Mais je vous ai coupé, Hilaire, pardon. Non, mais justement, je partage le point de vue de Pierre. Pourquoi
Alors que pratiquement, maintenant, Israël, on peut dire, a un accord comment dire, de bon voisinage avec l'ensemble des pays arabes. Par les accords d'Abraham. Oui, il y a les accords d'Abraham, mais même d'une manière générale. On voit très bien que la Jordanie, l'Arabie saoudite... L'Égypte a montré la voie en 78. L'Égypte, ne parlons pas des Émirats arabes unis, le discours dit antisioniste n'est même plus pratiqué, concrètement n'est même plus pratiqué, Ouais. alors qu'il était d'usage courant il y a encore une dizaine d'années. Il y a le Hezbollah quand même, et puis Bon, alors, oui, c'est ça. Mais justement, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis sont maintenant rattachés à l'Iran. Et se rattachent à l'Iran. Et c'est l'Iran qui les monnaie et puis qui les fournit. Pierre Lours, est-ce que vous avez une réponse à la question que vous vous posez ? Moi, je me demande si, au fin fond de l'esprit profond juif et israélien, s'il n'y a pas cette espèce d'appétence pour être la victime. Et donc, s'il n'y a pas une volonté inconsciente de se mettre, en fin de compte, dans une situation où, inéluctablement, le peuple sera immolé. Le peuple juif sera immolé. On a beaucoup dit, ça a nourri un certain antisémitisme. Peut-être que c'est difficile à manier, mais je viens à votre secours, Pierre. Un de mes amis, hélas disparu, je peux dire son nom, François Mitaine, qui était un galeriste et un marchand de tableaux qui avait pas mal d'argent et qui subventionnait une revue juive, m'a dit un jour, quand je lui disais ce que vous disiez, enfin, pourquoi aller chercher des noises tout le temps, essayons de faire la paix, quoi. Il me dit, mais tu comprends, le peuple juif n'est pas prosélyte, et il est peu nombreux. Si nous ne sommes pas victimes, nous allons nous dissoudre. Si nous ne sommes pas persécutés, c'est la fin. J'étais sidéré devant ça. Et nous n'aurons plus l'attrait. Et aussi cette idée. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, un petit peu dans la suite de l'histoire d'Abraham et d'Isaac, Isaac, donc, qui allait être immolé. Oui. Bon. Et qui ne l'est pas sur intervention divine. Est-ce qu'il n'y a pas, au fin fond de l'inconscient collectif juif, israélien, une espèce de volonté de provoquer, en quelque sorte, la réaction divine qui va venir sauver le peuple juif? Alors, passons à Israël, puisqu'on n'a plus que 35 minutes. Les émissions sont votre courtes. Idée, Pierre. Passons donc à Israël, nous y sommes venus. Qu'est-ce que cette séquence révèle, pour reprendre le nom qui fait le titre du Politique Magazine, d'Israël? Ce que vient de dire Pierre Lours, qui est énorme, mais ça révèle aussi alors, une inconscience, quoi. Alors, le désir d'être victime, peut-être, mais pas d'être... alors, est-ce qu'Israël est tout unifié derrière Benjamin Netanyahou? J'en suis pas absolument sûr. Moi, je pense que Netanyahou a profité de la situation et maintenant il a refait l'unité politique et militaire de son peuple derrière lui. Il en avait grandement besoin, étant donné sa situation personnelle. Et, comme vient de dire Pierre, avec le statut de victime, ça permet de prendre des avantages. Oui. Et par conséquent, leur idée, c'est incontestablement l'agrandissement du territoire israélien. On voit très bien que les colons en Cisjordanie en profitent pour... Ah oui, de façon honteuse. Oui, c'est honteux. Et là, à mon avis, l'Amérique devrait intervenir, devrait dire... Les États-Unis. Les États-Unis, oui. Les États-Unis devraient intervenir, devraient dire c'est pas admissible de faire des choses pareilles. Et alors, il y a ça, et puis maintenant, il y a le Liban. Ils sont en train pratiquement de dépecer. De coloniser, je pense que l'idée est de s'étendre aussi en conquérant le Liban. Alors, nous avons beaucoup parlé du Liban, nous allons y venir au sud Liban. Dans les dernières émissions. Avec en plus de ça des risques de guerre incontestables, puisque là-bas, il y a la FINUL, il y a des forces... des forces libanaises et puis des forces onusiennes et des forces françaises. Donc il y a un risque considérable qui d'ailleurs ne cause aucune appréhension à Benjamin Netanyahou, parce que
à la limite, il y aurait des incidents, ils ne demandent que ça. Les incidents vont donner l'occasion de faire des discours et de continuer la militarisation d'Israël. Israël a quand même, à mon avis, le grand perdant de cette affaire. En allant vite, le dôme de fer n'est plus infranchissable. Oui. C'est-à-dire que sa sécurité n'est plus là, on l'a aussi bien vu au cours de ces derniers jours. Oui, y compris Dimona, sa base nucléaire, qui a été touchée, ça aurait pu être pire. Deuxièmement, un atout perdu, c'est son attractivité, y compris pour faire venir de nouveaux juifs, pour rassembler les juifs sur cette terre. Et c'est à ce point même que, nous le disions lors d'une émission précédente, une partie de la population, depuis le 7 octobre en tous les cas, est partie aux alentours de 700 800 000, peut-être plus encore maintenant, puisque la stabilité et l'inviolabilité est loin d'être acquise. Or, le peuple israélien est quand même minoritaire dans le Moyen-Orient, dans cette région très faible, 9 millions à 9 millions 200 000 habitants, une partie d'ailleurs arabe. Ils sont perdants dans la guerre qui repartent. Dans la guerre démographique, ils sont perdants. Alors là, c'est terrible, surtout si une partie repart. Bien sûr. Troisièmement, peut-être que l'atout majeur, on pourrait y assister là-dessus, c'est-à-dire la protection des États-Unis est en train de filer. Parce que je pense que les Américains, nous le disions, hors micro, qui sont assez binaires. Oui. Je les connais, j'ai vécu aux États-Unis, c'est soit tout blanc, soit tout noir. On ne va pas chercher dans les subtilités. Pas très nuancé, on va dire. Oui, la nuance n'est pas le propre de cette civilisation d'enfants, enfin de marmots. C'est même pas une civilisation, je pense que c'est vraiment. Mais bon, et si Israël n'est plus le tout blanc, il passe au tout noir. Oui. Et on a même dit que Charlie Kirk était passé de l'un à l'autre, que c'était peut-être une des raisons de... Mais oui, et il semble-t-il, parmi les conseillers de Trump, il y en a un certain nombre qui commencent à trouver que la politique... Enfin, qui commençaient, alors maintenant, les choses viennent de changer au cours des dernières heures, mais qui trouvaient, et probablement ils commençaient à le dire haut et fort, que la politique de Trump était beaucoup trop liée à celle de Netanyahou, et qu'on ne savait plus qui dirigeait, si c'était Netanyahou ou Trump. Oui, c'est la fameuse image de mon ami diplomate égyptien, c'est la queue qui remue le chien. Oui. Mais je vais répéter 100 fois cette histoire, je finis par radoter, parce que un diplomate égyptien qui m'avait dit ça quand j'étais à l'ambassade. Non, mais c'est très juste, oui. En Égypte, c'était en 1980, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui pourrait être grave pour Israël, c'est que le peuple américain et les élites américaines finissent par trouver que la protection d'Israël est très dangereuse. Oui. C'est-à-dire trop risqué par rapport aux enjeux. Et Israël perdrait un de ses atouts majeurs. Bien sûr, et en plus de ça, il peut devenir très intéressant de traiter avec un Iran plus ou moins pacifié et qui aurait besoin de capitaux pour se reconstruire. Pour les États-Unis, oui. Et les États-Unis sont prêts à marcher. Qu'en pensez-vous, Pierre Lours ? Moi, je me demande si effectivement, chez certains Américains, si certains Américains ne verraient pas avec un certain plaisir l'influence d'Israël, notamment aux États-Unis, diminuer grandement. Oui, c'est ça. Mais c'est très dangereux pour Israël. Ah bah oui, bien sûr. Et pour l'AIPAC. Et pour... Ah, bien sûr. Mais parce que la puissance juive aux États-Unis est très importante, on le sait bien. Ah bah aussi bien à Hollywood que dans les journaux de la côte Est, partout. Hein, oui. Et lors des élections. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de jeu je soutiens effectivement Israël, mais je le soutiens de telle manière qu'en fin de compte, ce même Israël va se mettre dans une situation inextricable. Oui. Je sais pas, c'est très bizarre. Et avec, pour les États-Unis, l'idée que la coopération avec l'Iran, c'est ce que disait Hilaire, serait peut-être plus juteuse, tout simplement. Bien sûr. Et peut-être plus sûre aussi, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser le détroit d'Ormuz. Dont on dit qu'il va être réouvert, mais il n'a jamais été fermé. Il a été fermé aux États-Unis. Mais l'Iran a des richesses considérables, et puis des richesses humaines. Un ingénieur perse, c'est autre chose qu'un ingénieur des autres pays arabes. Il paraît que... Alors ça, c'est Todd qui dit ça dans La défaite de l'Occident. J'ai ce livre à la main pour citer une phrase. Que le pays au monde qui a la plus grande proportion, en proportion de sa population d'ingénieurs, c'est l'Iran. C'est l'Iran.
Oui. Et on a découvert un grand pays, une grande puissance, et peut-être la grande puissance qui pourrait peut-être faire de l'ombre à d'autres, d'ailleurs, pas simplement aux États-Unis, mais à la Russie, ou on ne sait pas. C'est vraiment la grande puissance maintenant du Et Proche-Orient. qui a été, comme tout cet Orient, malheureusement fracturé. On se souvient de cette guerre, mais vraiment meurtrière et scandaleuse entre l'Iran et l'Irak, qui a duré 10 ans, et avec des millions d'enfants tués de deux côtés. Ça, Enfin, les États-Unis ont beaucoup poussé à la roue. Hein. mais oui, mais Et Israël. mais C'est en sorte honteux. que l'Irak et l'Iran se battent. C'est honteux, parce Oui. que ni l'Irak ni l'Iran ne méritaient ce sort. Oui, mais le but, c'était de diviser Ni de laisser l'adversaire. l'Iran entre les mains de C'est la diabolique Khamenei. politique israélienne qui fait des millions de morts depuis Oui. des années. Alors, c'est l'heure, je crois, du Bobino, et nous allons entendre, justement, puisque vous parliez, cher Hilaire de Crémier, de ce peuple iranien, d'écouter un peu de sa musique contemporaine d'ailleurs, parce Ah que bon c'est un peuple beaucoup plus moderne avec les restrictions qu'on peut donner, ou les précautions d'usage au mot moderne. Ce groupe s'appelle Hafez Nazeri, La Passion de Rumi. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, nous n'avons qu'une minute ou deux de cette musique qui est une virgule sonore. Hafez Nazeri, c'est le groupe La Passion de Rumi. Pour tout vous dire, cette musique me donne envie d'aller en Iran, justement. Magnifique. C'est pas que ce soit magnifique, mais Oh, si. c'est attirant, Pierre, non? On a envie de connaître ce pays. Ah Moi, oui, j'ai envie de oui, connaître il y a un l'Iran, mystère. Il y a, Parce que vous il y a- savez, les Français, au fond, on est très centrés sur notre Occident, mais la France, a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? La France, bien sûr. c'est d'abord l'amour du monde. Et si le monde a aimé la France, c'est parce que la France a aimé le monde dans son entier Bien sûr. et la diaprure de ses Bien sûr. civilisations, y compris sûr. celle d'Iran. Non, Pierre, pardon, je vous ai coupé. Non, je trouvais qu'effectivement, il y avait une poésie, une force, une profondeur dans cette musique qui est bien à l'aune de cette civilisation millénaire. Oui. Enfin, là, Israël, une partie d'Israël, parce qu'il ne faut pas confondre Netanyahou avec Israël, je ne pense pas. Mais en tout cas, les gens qui soutiennent Netanyahou, Ça dépend, parce que quand on a beaucoup critiqué, ce qui est mon cas, la politique de Netanyahou, on se fait traiter d'antisémite. Ça veut dire qu'on lit un peu les deux. Donc. Oui, mais je pense que là, il s'attaque à quelque chose de très fort, de très profond. Je trouve que là, dans ce combat, il y a une espèce de mise en... Ils se mettent en difficulté, ils se mettent en difficulté. Oui, il y a aussi Ils recherchent en quelque sorte le drame. Hein. Je Pierre, crois que les il y a l'aspect Israéliens recherchent le messianique drame. aussi. Il y a l'aspect messianique. Il faut préparer l'avenue du Messie. Oui, et il faut susciter, en plus. Si vous voulez, Oui. on se met dans une situation difficile pour qu'il y ait l'intervention divine qui vienne vous sauver. Bon, C'est une croyance à la fois juive et protestante Ouais. et évangélique. Ouais. Donc aujourd'hui, elle est partagée. On a cette conjonction entre elle les est trois partagée, messianismes. oui. Elle est partagée aussi bien en Israël que aux États-Unis, dans une partie de l'électorat et dans le monde, à travers le monde, à travers les évangéliques. Et on est en attente un peu à la manière dont certains musulmans attendent le fameux Mehdi. Là, on attend un Messie. Sauveur, oui. Ah oui, un Messie. Sans se rendre compte que le Messie est déjà arrivé. Oui, nous avons cet avantage de le Nous savoir. savons que le Messie est arrivé Non seulement et qu'il qu'il est en arrivé, nous, déjà. mais bien sûr, et puis qu'il règne dans la gloire. Oui. Enfin, Et qu'il n'a pas besoin de moins. Netanyahou pour régner. Oui. mais c'est ça la folie du messianisme. Et vous avez tout Ni à fait de Trump, raison, d'ailleurs. cher Ni de Hilaire, Macron. de noter cette conjonction dangereuse. D'ailleurs, on vient d'en voir une illustration entre ces messianismes protestants. Il faut dire que le protestantisme n'est pas un messianisme en lui-même, mais c'est dégénérescence américaine, Bien sûr. sectaire, Bien parce que sûr. c'est presbytérien, c'est baptiste. Les fondateurs se considéraient un peu eux-mêmes comme le peuple élu. Et oui, Les fondateurs du Mayflower, Comme ils Israël, sont arrivés. ouais. Oui. cette conjonction Ils est allaient terrible. créer la société parfaite.
sans se soucier du monde, c'est ça, La société l'absence de souci parfaite, du c'est monde. fini dans une société Ça répond à où la question de où Pierre l'argent Lourdes. devient la Pourquoi se règle. sont-ils mis dans ce guépier? C'est un guépier beaucoup plus théocratique, enfin, d'essence théocratique, enfin, d'inspiration théocratique que rationnelle. C'est presque une provocation. Je me demande s'il n'y a pas, ils ne veulent pas provoquer. En fait, ils ne veulent pas susciter tout simplement leur sauvetage par Dieu. Voilà. Bon, alors, il y a la Ça, question... ce serait dramatique. Si Ouais. c'est ça la Ah, pensée je crois que C'est ça, profonde, oui. Ben oui, c'est ça. ça peut être chez certains, en tous les Ça, cas. chez- Mais c'est dramatique, parce Mais que c'est expressément on n'a dit- pas le droit de faire ça, Non. évidemment. C'est expressé. Tu ne mais- tenteras pas ton Dieu. Ah non, non, bien sûr, C'est bien un- sûr, bien sûr. C'est un précepte. Alors, venons-en au Liban, parce que on a consacré 2 émissions au Liban récemment, parce que c'est mon grand souci depuis le début de cette guerre, le 28 février. Alors, on a eu des invités qui étaient assez maronites et assez modérés, mais j'avais envie de leur dire, écoutez, si vous tenez vraiment au Liban, il y a beaucoup de fortunes libanaises, on les voit partout, y compris dans la presse française, qu'elles s'investissent un peu dans l'armée du Liban, parce que c'est un peuple qui n'a pas réussi à avoir un État. Non. Et donc pas une armée, ou Non. pas une armée, donc pas un État, c'est pas la même chose. Je pense que le grand pape Jean-Paul II faisait du Liban le modèle de la société de demain. Je pense que là, Bien c'était illusoire. une erreur de jugement complète, ce qui n'est pas un grief qu'il faut lui adresser, mais en fait, ce prétendu multiculturalisme vécu nationalement, Oui. ben, plus non, lucide. non et- seulement n'existe pas, mais vire au drame permanent, Oui. au drame permanent et insoluble. plus, et insoluble. plus lucide est son successeur, Léon XIV, qui, quand il est venu à Beyrouth, et c'était un choix, à Oui. mon avis, judicieux, après Nicée, qui se Oui, trouve en après Turquie, la voisine, Turquie, oui. les a mis en garde en leur disant vous êtes en danger. Oui, Et bien sûr, la suite a bien prouvé sûr. à quel point. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas le souci de créer un État comme l'a fait l'Iran. Et ils ont assez d'armes, ils ont assez de puissance financière, en tous les cas, les Libanais, pour faire un État. Alors, ils ont ajouté à la démocratie obligatoire maintenant dans tous les gouvernements du monde et qui en fait effectivement des proies, du coup. Ils ont ajouté à cette démocratie institutionnelle une démocratie religieuse, c'est-à-dire une sorte d'équivalence. On donne des pouvoirs aux communautés religieuses comme on donne des pouvoirs politiques. Alors, ça pouvait être un principe de paix s'il y avait un principe supérieur. En fait, entre nous soit dit, mais ça, évidemment, c'est absolument interdit de le dire. Mais le Liban n'a été heureux que sous le mandat français. Oui, et prospère jusque dans les années et comme la 70. Oui. Alep était une ville française, faut jamais l'oublier. Et Beyrouth était, Alors justement, la était une France. ville française. Et quand on allait dans les familles beyroutiennes, des vieilles familles beyroutiennes, il y avait des bibliothèques, Ah bah, moi je comment les ai vues, Oui. composées mais uniquement de littérature française. J'ai vu ça à Alexandrie, j'ai vu ça au Caire aussi. Mais bien hein. sûr, mais Bon. et il ne faut pas oublier que toutes ces élites, y compris musulmanes, étaient toutes formées dans les jésuitières ou dans les établissements religieux. Oui, oui. Et que les jeunes filles étaient toutes éduquées par les bonnes sœurs françaises. Ça, nous le savons, mon cher Hilaire. Mais oui, mais on a perdu. Se pose la On a question que je perdu. vous pose. On a perdu. Est-ce que la France a perdu la main? Ah oui, complètement. Je réponds non, parce que tout de suite, je réponds non avant que vous me répondiez oui. On a perdu la Mais main. allez-y, dites-moi Ça- pourquoi oui, je vous dirai pourquoi non. Et on a perdu la main, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut vivre sur cet échec. Mais aujourd'hui, incontestablement, on voit bien que Macron passe son temps au téléphone, mais qui n'y peut rien. Ah, Macron Et s'est d'ailleurs, ridiculisé en allant il- plusieurs fois au Liban. en à disant chaque qu'il fois, était il s'est garant. ridiculisé. Oui, oui. À chaque fois. À chaque Et fois. pourtant, nous avons, là, en l'occurrence, dans cette crise, c'est pour ça que je réponds et oui. Avant qu'il arrive, on explosait, et après son passage, on explosait. Oui. C'était pour dire... Parce qu'il y a beaucoup de forces, peut-être même le Hezbollah d'ailleurs, mais pas simplement, qui ne veulent pas que la France garde ses liens privilégiés avec le Liban. Or, pour le Liban et pour la France, et peut-être même pour toute l'Europe, c'est assez essentiel, à mon avis, ce lien-là. Oui, mais la France doit être liée d'abord, qu'elle le veuille ou non, aux Maronites. Ben, je ne crois pas, ça, justement. Alors là, nous ne sommes pas d'accord, il est enfin un point de désaccord. Je crois qu'on peut tirer du Liban, c'était le choix qu'a essayé de faire Aoun, je reconnais qu'il n'a pas été... Enfin, Oui. il a redonné une petite une période de stabilité quand même.
Mais surtout, aujourd'hui, la France pourrait réintervenir, je répète, j'ai déjà dit ici au mois de mars 2 fois, par la FINUL. Nous sommes le contingent le plus important de la FINUL. La force d'interposition, c'est la FINUL. Je continue à croire au droit international, contrairement à mes meilleurs amis comme Éric Zemmour, qui a fait une sortie ridicule en disant « Mais non, c'est ce qui doit primer, c'est la force. » Mais qu'est-ce qu'elle a le droit de citant faire, la Napoléon, FINUL ? d'ailleurs. Est-ce qu'elle a même le droit d'employer ses armes ? Mais alors, encore une fois, en Yougoslavie, la force d'interposition, grâce à la France et au général Morillon, a excédé son mandat et est intervenue, peut-être pas d'ailleurs dans le meilleur des sens, mais enfin, elle a excédé son mandat. Et je pense que s'il y avait une présence française militaire forte, quitte à mettre au large de Beyrouth, le porte-avions qui servent, enfin, je pense qu'à ce moment-là, Israël aurait peur, alors qu'il nous cherche, qu'il y a même eu des escarmouches avec des contingents français de la FINUL il y a quelques jours. Dans le sud-Liban, il faut montrer un niet et puis et mettre en accusation Israël qui a détruit plusieurs villages, dont tout un village chrétien, Taeb, je crois, en tuant un prêtre et son église, en détruisant son église. Je pense que la France a la force quand même de protéger le Liban, mais physiquement, c'est-à-dire en s'y rendant, en déployant une partie de sa marine. Pierre, vous faites l'amour. Chaque fois qu'on parle de l'intervention possible de la France, alors qu'on a la 3e armée du monde, on dit à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Non, mais écoutez, alors, donc, pas d'armée française. Non, mais qu'est-ce qu'on a comme armée ? L'échantillon de l'armée française est remarquable, mais c'est quand même un échantillon d'armée. Mais en dehors de ça, si vous voulez, je me demande si le Liban n'est pas l'illustration parfaite d'un pays qui maintenant est tellement morcelé entre les communautés que c'est plus un pays. On est dans une Macédoine. Mais c'est pas ce que disent certains jeunes à Beyrouth qui sont de confessions différentes et qui sont très décidés à recréer un Liban libre au milieu d'une marée qui, elle, ne l'est pas. Bref. Et là, s'il nous reste plus qu'un quart d'heure, je voudrais qu'on en arrive au gros morceau, les États-Unis, parce que c'est, pour reprendre le mot révélateur, là, le tigre de papier est plus que jamais en papier. Et, allez-y, Hilaire, qu'est-ce que cette affaire a dit des États-Unis ? Ou dit tous les jours encore maintenant ? Il n'y a pas de... Pour le moment, ce qui apparaît, c'est que les États-Unis sont dirigés par un homme absolument imprévisible, qui décide une chose un jour et qui décide... Mais vous croyez qu'il a toute sa tête ? Et tous ses moyens. Oui, mais ça, bon, nous ne sommes pas là ici pour établir un diagnostic médical. Et ça ne serait pas le premier dirigeant de pays qui n'aurait pas toute sa tête. Oui. Il y en a eu énormément. Depuis son prédécesseur, d'ailleurs. Non, mais parce que quand vous dites tigre de papier, c'est pas exact, dans la mesure où c'est une puissance militaire absolument formidable. Ils l'ont montré à plusieurs reprises. Le coup du Venezuela, c'est quand même un truc prodigieux. Il y a qu'eux qui sont capables de faire... Ça fait 60 ans... qui sont capables de faire un truc 80 pareil. ans que depuis la chute du Troisième Reich, les États-Unis sont la plus grande puissance militaire du monde, concurrencée par l'URSS, mais jamais à ce niveau de puissance et ils ont été battus partout. De déploiement. Et ils ont été battus partout, au Vietnam, échec en Afghanistan, échec en Irak, échec en Libye, c'est l'âge de pierre, justement. Et maintenant par l'Iran. Oui, et puis je veux bien croire que c'est une superpuissance, mais ils sont chassés de tous les côtés. De tous les côtés. Oui. Quant au prestige du monde libre, de la capitale du monde libre, il est par terre encore plus que exactement, le prestige israélien. Je partage totalement votre point de vue. Moyennant quoi, ça reste la seule grande puissance. En dehors de laquelle je ne vois pas, non. Écoutez, moi, il y a un axe quand même. Écoutez, alors, j'ai vu sur un réseau social amusant quelqu'un qui caricaturait un peu, mais qui disait il y a eu 2 axes l'un en face de l'autre. Alors, l'axe Epstein, dit-il, parce que entre nous, le grand problème de cet Occident-là, c'est ce qu'écrivait, donc c'est ce que je voulais vous citer, La défaite de l'Occident d'Emmanuel Todd, un ouvrage paru il y a 2 ans chez Gallimard. Une phrase extraordinaire qui notait que la Grande-Bretagne et les États-Unis avaient atteint ce qu'il appelle
un point religieux zéro. Il n'est jamais question de religion, en fait. En tous les cas, pas de transcendance. Ce qui ne nous empêche pas de parler de Dieu. Oui, il en parle tout le temps. Et de mettre Dieu dans toutes les occasions. Mais dans la vie des Américains, Oui. des États-Uniens, je pris à mon propre piège et des Anglais, la transcendance est totalement absente. C'est vraiment le point religieux zéro. C'est l'aboutissement du... Et Todd disait, cet état religieux zéro va produire une déification du vide, porte ouverte à des violences inouïes. Oui. C'est exactement ce que l'on voit. Oui. Déification du vide. Dieu est absent, Et Dieu Todd est mort. pense pour l'intérieur même de la société américaine. Oui. Et qui disait hier qu'elle a toujours été unie dans cette société américaine dans les moments les plus cruciaux, mais que là, elle n'est plus unie du tout. Et que même une partie des MAGA se carapate. Oui. Et que donc la division est extrême entre une partie des MAGA bellicistes et très sauvages. Ce que Trump a conservé véritablement comme électorat acquis. Pierre Lours. Moi, je me demande si, en fin de compte, puisqu'on a bien dit tout à l'heure que les États-Unis, en fait, n'arrêtaient pas de perdre. Toutes ces guerres, ils les ont perdues. Ah oui, depuis 60 ans, oui. Alors, là, il y a un système, là, derrière ça. Ou 50 ans. Il y a un système. Il y a quelque chose... Il y a forcément un bénéfice. Puisqu'ils continuent. À chaque fois, ils perdent, ils en feront une autre, ils perdent, etc. Que les politiques fassent toujours l'intérêt de leur nation. Hein. Non, mais moi, je pense, si vous voulez, qu'ils ont un système qui est tout simplement de dire au monde, nous avons une puissance de nuisance extraordinaire. Nous allons sans doute perdre, encore une fois, mais... On peut vous détruire. Exactement. Nous sommes le diable, en quelque sorte. C'est diabolique. Oui, bien sûr, nous sommes le diable. C'est-à-dire que le point religieux zéro, comme dit Emmanuel Todd, ça vous convertit en agent du diable. Exactement. C'est-à-dire que quand Dieu reflue, le diable règne. Oui. Ah oui. Ben, nous le savons depuis toujours. On le sait, oui. On le sait. Depuis Adam et Ève. Oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que sur leur monnaie, « In God we trust ». Oui. Ah oui, quand on est le diable, on a intérêt à dire qu'on est Dieu. Dieu est au fond de leur économie, au fond de leurs finances. Quand ils font une bonne affaire, c'est Dieu qui les a protégés. Le mot est partout. Mais vous connaissez cette phrase d'Henri de Monterland, c'est quand la chose manque qu'il faut mettre le mot. Oui, bien sûr. C'est-à-dire la foi profonde manque, alors on met le mot à la place, mais c'est illusoire. Un vrai mystique est discret. Un vrai mystique est discret. N'est-ce pas, mon cher Non, n'est-ce pas, mon cher Paul-Marie. Mais vous en êtes un autre, mon cher Hilaire. J'aimerais qu'un jour, vous veniez raconter pour TVL la partie de votre vie que vous m'avez cachée dans notre première conversation. C'est une autre histoire. Et qui est une partie plus secrète chez vous. Mais vous devez finir, là. Il nous reste à peine 10 minutes, Paul-Marie. Et vous avez... Je ne renonce pas à mes attentions. Je sais. Pierre Lours. Je voulais juste dire que c'est peut-être justement là où les États-Unis, les États-Uniens, les Américains du Nord, peut-être sont à un moment donné, ils sont à un moment de leur histoire où, en fait, il faudrait que le peuple américain, qui n'est pas machiavélique comme on vient de le souligner en parlant de ses gouvernants, prenne véritablement le pouvoir. Et restaure en quelque sorte. Oui, vous ne connaissez pas le peuple américain, franchement. Déjà que c'est difficile en France et que ça n'arrive pas en France, ça fait 250 ans qu'on l'attend. Et c'est du bric et du broc, le peuple américain. Et franchement, il y a une chose qui le lie, en fait. Il faut dire les choses, franchement. C'est le désir de jouir et la sauvagerie que ce désir implique. Alors, provoque et implique. Alors, ils sont morts. Suppose. Ils sont morts. Mais oui, ils sont morts, parce que c'est la jouissance sans entrave, avec la sauvagerie qui va avec la jouissance. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, je peux te donner 50 exemples de comportements. Enfin, quand on pense que notre monde, nos jeunes chantent américain, que quand on appuie sur un bouton et qu'on écoute France Culture, on a de la musique américaine, quand on rentre dans un restaurant, on a de la musique américaine. Mais on est au pied, et même colonisé, par une puissance barbare. Mais bien sûr, il y a un exemple typique, c'est que on s'aperçoit que la moitié, pratiquement, ou le tiers de la population américaine vit pratiquement sous influence de la drogue.
Ah oui. Et Plus que du quart, en tous les cas. l'activité extérieure que l'on montre au monde, c'est la lutte contre la drogue. Voilà, bon, c'est rien que dément. ça. Ouais. C'est rien que ça. Je dois dire que la drogue aux États-Unis, c'est quelque chose, mais enfin, je n'en parlerai pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir Prier. Eh ben, l'Europe et Macron. Il nous reste Alors, à prier. un Vous mot ne sur voulez la pas- Russie qui vous ne ne s'en voulez- sort pas mal, ne serait-ce que pour des raisons financières, parce que son pétrole est plus réclamé que Le pétrole jamais. russe devient un pétrole extrêmement intéressant. La Chine, D'ailleurs, comme le pétrole américain. Hein. oui. La Chine a joué son rôle avec ce que François Asselineau appelle le Wang Wei. Enfin, Oui. je pense qu'il le prononce mieux que moi. Ouais. C'est un laisser-faire. Hmm. On laisse faire et on agit qu'aux marges, mais Oui. on laisse les choses se dérouler. Et elles se déroulent pour elles magnifiquement. Attends sur la berge et tu verras ton ennemi passer. C'est ça, on connaît ça de longue date, le Wang Wei. Alors, l'Europe, pour finir, il nous reste 10 minutes. 10 minutes pour se demander deux choses. Pourquoi on parle encore de politique européenne commune alors que chaque fois, l'évidence de son impossibilité s'effondre? Et deuxièmement, quelle fut la position de la France et quel avantage peut-elle en tirer désormais? Alors, l'Europe, Hilaire. L'Europe, ce n'est rien. C'est complètement... L'Union européenne, pardon. Oui, c'est évanescent, sauf qu'il n'y a qu'une seule chose qui tienne en Europe, c'est profiter de toutes les occasions pour monter la fédéralisation européenne. Voilà. C'est l'unique truc. Autour de l'Allemagne. Alors bien sûr, ça se fait autour de l'Allemagne, Vous avez- et cher ami, c'est encore pire, c'est autour des Allemands. Je ne sais pas si vous vous rendez Je vois compte, tout à fait la vous qui êtes distinction. à latin comme moi, Et oui. Un l'unique... certain Maurras avait vu juste sur le sujet, non? Ah bah, il avait vu juste, oui, dès les années 1870, dès l'âge de 2 ans. Il avait tout compris, oui, oui, bien sûr. C'est Il une avait- méthode de dire que vous êtes imbibé et bon connaisseur de Charles Maurras, cher Hilaire de Crémier. Non, mais Non, c'est... mais l'Allemagne aujourd'hui, elle devient dangereuse. Alors là, Mais je bien le sûr. dis tout de coup, elle redevient dangereuse. Vous savez que Elle l'Allemagne est redevient secouée. dominante. Donc C'est-à-dire... dangereuse. Mais elle est dominante, c'est-à-dire que c'est elle qui décide. Et Macron, comme un imbécile, il ne s'en rend même pas encore compte. Il s'imagine qu'il va jouer à partie égale avec Ursula von der Leyen et le chancelier Merz. Mais même le général Mais- de Gaulle, pour vous faire plaisir, cher Hilaire, mais bien s'est mis sûr. le doigt dans l'œil. Mais je suis le premier. Mais bien sûr, il s'est mis le doigt dans l'œil. Moi, je suis le dernier à le dire, mais je le dis quand même. Mais oui, non, mais bien sûr, le traité de l'Élysée, ça a été... C'était une illusion. une illusion complète. Et regardez Et ce tout qui- ça pour prendre sa revanche, en plus de ça, des anglo-saxons. Oui, comme si c'était pas encore ce monde protestant. bien sûr. Le grand problème de la France, en réalité, depuis... Attendez, depuis la- l'Angleterre a fait le jeu de l'Allemagne jusqu'en 1938. Mais oui, même 40. hein. 40. Même 40. Et Même 40, ils étaient 40 prêts à avec, traiter avec, oui, oui. avec Hitler séparément. Le grand problème de la France, c'est que c'est un problème de politique étrangère. Politique étrangère d'abord, comme disait, on Oui, peut dire or, nous Maurras. avons comme politique étrangère brillant. Nous n'avons que brillant. Oui, Nous non, avons- c'est pire, c'est pire, c'est Macron, pire. c'est La brillant. politique étrangère de la France, Hilaire, non, ça consiste à nous allier avec nos pires ennemis. Mais bien sûr, mais c'est brillant. C'est Locarno. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, Bien les sûr, États-Unis, bien on sûr. s'est mis à partir de 45 entre les mains de nos pires ennemis, Absolument. alors que nos alliances étaient à l'extérieur. Mais bien sûr. Elles étaient Mais en bien Afrique, au grand large, Parfaitement. le monde On a abandonné l'Afrique, ce qui a été arabo-musulman. une stupidité. Mais oui, et puis l'outre-mer, c'est ça nos L'outre-mer, alliances. bien sûr. Alors qu'on s'est foutu complètement Mais dans les entre bras, les pattes des dans- anglo-saxons protestants. Et des Allemands qui qui ne nous pensent qu'à étouffent. une chose, c'est d'apprendre notre technologie dans la mesure où ils sont dépassés sur un certain nombre de sujets. Là, ils ont mis la main, ils ont mis la main sur Airbus. Enfin, faut oui. être clair. C'est l'aéronautique française. au Aucune départ. aéronautique en 45, Oui. l'Allemagne, et maintenant ils ont tout. Ils ont tout. Euh, Là, ils ont les enfin, hélicoptères, ils ont tout pris. Sous couvert de coopération, bravo. Bien sûr, ils veulent prendre le SCAF, mais là, heureusement, il y a quand même un type comme Trappier pour dire non, ça suffit. Ouais. On a été, Bravo Trappier, on a été, président on a été d'assaut. couillonné parce que la France se fait couillonner, mais régulièrement, Par l'Allemagne, oui. par l'Allemagne et par les anglo-saxons. Est-ce que vous savez, Hilaire, je ne sais pas si Je Politique comprends pas, moi, Magazine ces hommes ne devrait politiques pas- français
et ces ingénieurs français qui acceptent d'obéir à ces corneaux de gens qui nous dirigent politiquement et qui sont des traîtres et qui passent leur temps à trahir. Voilà, Macron, il a passé son temps à trahir. Personne ne le dit. Moi, je le dis à ce micro. Il arrivera ce qu'il arrivera. Mais il a vendu Alstom, il n'a pas vendu qu'Alstom. Il est allé en Algérie, c'est pas pour rien. Enfin, voyons, tout ce qu'il a fait. Tout le monde le dit, ça. Le McKinsey, etc. Que le président Macron a été un traître du début à la fin, même avant qu'il ne soit président. Mais attendez, sur l'Allemagne, est-ce que vous connaissez cette information? L'Allemagne est traversée par un débat qui devient violent. Les jeunes sont stupéfaits car une loi vient de passer. Il y a 3 jours, je crois que c'était lundi, qui oblige tous les jeunes Allemands à déclarer leur sortie d'Allemagne. Oui, quand ça excède 5 ou 6 mois, je crois. C'est ça. Mais c'est sidérant parce que ça veut dire qu'on remilitarise la société. Et il y a 100 milliards. Car ils doivent déclarer leur voyage à l'armée allemande, hein, c'est pas dans les mairies. Il y a 100 milliards de budget prévu pour l'armée allemande là. Pour faire de l'Allemagne la première puissance militaire d'Europe. Et 500 milliards qui sont prévus dans les 3 ans qui viennent. Et Merz a dit l'armée allemande doit devenir la plus puissante d'Europe. Oui. La deuxième étant, pour l'instant, dans la course, la Pologne. Oui. Ce qui est terrible parce que la France se fait reléguer et tout le schéma des accords de Gaulle-Adenauer est tombé. Complètement. Ça supposait une prééminence française qui s'est évaporée. Bon, et Pierre Loos, un mot sur l'Allemagne? Écoutez, moi, ou sur l'Union européenne? Oui, sur l'Europe, sur l'Union européenne, je pense que le mondialisme capitaliste anglo-saxon a décidé de vider la langouste européenne. Voilà. Je pense qu'ils veulent s'accaparer les richesses européennes, faire en sorte que ça soit les anglo-saxons qui, en quelque sorte, mettent la main J'espère que vous incluez l'Allemagne dans les anglo-saxons. Oui, bien évidemment. Ils veulent absolument... C'est la même race, en fait. Oui, l'anglo-saxon. Oui, c'est ça. Et je pense qu'ils veulent vraiment vider la langouste européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une carapace et tout ce qu'il y aura à l'intérieur aura été... Cette séquence a montré quelque chose aussi, c'est que le premier pôle de résistance, il est latin, ultra-latin, ça a été la position espagnole. Oui, bien que socialo, bien que socialo-gaucho. Oui, mais l'Espagne a été très longue à reconnaître l'État d'Israël. L'Espagne a sa politique propre en Méditerranée tout de même. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il y a une opposition on voit bien qui ne doit pas déplaire aux Maurassiens que vous êtes entre les latinos, les latins. C'est pire en Grèce, qui sont très, très, très proches des Palestiniens, les Grecs. Hein. Donc il y a vraiment un axe Europe du Sud face à ce que Pierre Loos appelait les anglo-saxons. Et au milieu de tout ça, Emmanuel Macron a montré presque une position équilibrée. Ah non, alors là... Ça vous fait rire. Non, mais vous cherchez la provocation, là. J'ai été stupéfait vendredi dernier quand on a appris qu'une résolution proposée au Conseil de sécurité à l'initiative de l'Agence de coopération des pays du Golfe demandait l'intervention militaire par tous les moyens pour débloquer le territoire d'Ormuz par tous les moyens. La France y est opposée. 3 vétos, la Russie, la Chine et la France. Oui. Bon, la France. Oui. La France. Bon, alors, quand même, une lueur d'espoir. Merci à vous deux. Il fallait beaucoup plus de temps pour passer en revue, comme nous l'avons fait, un premier à chaud, un premier bilan de cette guerre de 40 jours. Mais peut-être n'est-elle pas finie. Nous allons parler très vite de chacun des protagonistes. Nous en reparlerons la semaine prochaine et nous en reparlerons, bien entendu, dans Politique Magazine. Oui. Le numéro d'avril est paru, Le Révélateur, c'est un très joli mot iranien, ainsi que dans la nouvelle action, la revue universelle. Dont le numéro vient de paraître également. Voilà. Est-ce qu'on peut annoncer une nouvelle, Hilaire? Annoncez-la. Pour Radio Courtoisie. Le Nouveau Conservateur et la nouvelle revue universelle vont faire un dossier commun qui va paraître au mois de juin. Il faut que nous le préparions dardard, d'ailleurs. Oui. Mais enfin, on l'a bien lancé, dont le thème de ce dossier sera place de la discorde. La République est-elle capable de la concorde nationale? Non. Et que la place de la concorde où eut lieu le sacrifice de Louis XVI prouve bien le contraire. Bien sûr. Merci Pierre, à bientôt, bien que je pense que vous partiez sur vos montagnes. Ah oui, je vais dans mes montagnes, oui.
Mais nous vous aurons par téléphone. À Avec bientôt, plaisir. mon cher Hélène. À Ça, c'est bientôt, pour le Paul numéro Marie. commun, Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très touché. Toujours heureux Et- de vous voir et de converser avec vous. À la semaine prochaine, chers auditeurs. Et d'ici là, n'oubliez pas, Domine Salvam Fac Gallia.